On va enchaîner avec un autre thème, avec notre ami professeur Al-Araqi, sur la variabilité glycémique. En fait, la définition, elle est floue. C'est une souffrance du patient et de sa famille. Elle associe souvent des hypoglycémies sévères avec parfois des hyperglycémies sévères, voire des DAC, parfois les deux. Et donc, c'est une vraie souffrance pour les deux. Et pour cela, on est avec nous, professeur Al-Araqi, qui va nous éclaircir sur le sujet. Merci beaucoup. Et je remercie sans oublier les laboratoires Novo Nordisk qui sponsorisent ce thème. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour à tous. J'ai trouvé le thème intéressant puisqu'on ne simplifie pas les choses en médecine, je trouve. Aujourd'hui, on a de la technologie, on a beaucoup de choses intéressantes, mais on a tous tendance à complexifier alors qu'en fait, il faut plutôt simplifier les choses et c'est vrai que c'est pas si compliqué à la variabilité glycémique et on va en parler à travers un cas, mais aussi une réflexion que je vais partager avec vous. Et donc, c'est un symposium qui est sponsorisé par les laboratoires Novo Nordisk. Avant de démarrer, on n'a pas d'études aujourd'hui pour voir est-ce qu'on fait bien en termes de diabétologie. Et c'est vrai que sur les dernière étude qui a été publiée, eh bien, on savait qu'au Maroc, on avait moins de 50% des patients qui étaient non contrôlés. Et comme vous voyez ici, à 7%, on a uniquement un quart. Ce qui peut être compris parce que le taux d'insulinisation dans les mêmes études qui a été une étude descriptive, eh bien, on était à 61% de patients qui étaient sous antidiabétiques oraux seuls, tout en sachant qu'il y avait beaucoup d'endocrinologues dans l'étude et donc qu'il y avait peut-être aussi des patients qui étaient pas encore insulinés, en tout cas pas suffisamment. Donc, je voudrais revenir avec vous d'abord, avant de parler de variabilité glycémique, sur l'inertie thérapeutique. L'inertie thérapeutique, c'est une réalité mondiale. On n'est pas moins bon, on ne va pas se comparer aux autres. Mais ce qui est important, c'est que des personnes comme vous ne puissiez pas attendre que le patient puisse avoir une hémoglobine glyquée supérieure à l'objectif fixé aujourd'hui, dans 3 mois, et que vous ne fassiez rien. Ça concerne les pays développés, ça concerne les pays moins développés, ça concerne le Maroc, et c'est pourquoi je vous encourage à ne pas céder aux demandes pressées des patients. Quand on regarde la bibliographie récente, on se rend compte que lorsqu'on parle d'inertie thérapeutique dans un pays aussi développé que les États-Unis, eh bien, vous voyez que chez des patients pour insulino-naïfs, on se retrouve avec des patients qui vont avoir, même après 2 ans, 12% n'auront pas d'insuline, n'auront pas une autre médication. Donc ça veut dire que sur les 6 mois, on est à peu près à 50% de personnes qui ne vont pas avoir de thérapie en plus, malgré que l'hémoglobine glyquée ne soit pas à l'objectif, et que même sur 2 ans, eh bien, d'abord pour l'insuline, on en a très peu, mais qu'en plus, on est toujours avec des patients qui continuent le même traitement après 2 ans de retard. Donc les barrières à cette inertie thérapeutique, c'est-à-dire l'incapacité, et j'insiste sur le terme, c'est une incapacité soit à initier, soit à intensifier un traitement au moment opportun, selon les recommandations, et là, pour le coup, quel que soit le pays, quelle que soit la reco, eh bien, tous les facteurs qu'on va avoir, c'est bien entendu la non-observance des patients chez qui vous allez prescrire un traitement, et aussi les schémas complexes. Mais comme vous le voyez, nous avons les hypoglycémies, la qualité de vie, et je vais revenir sur les formations. Il faut absolument que tous les médecins puissent se former aujourd'hui en diabétologie pour qu'ils puissent initier les traitements et surtout les titrer. Initier, c'est bien, titrer, c'est mieux. Augmenter le nombre de traitements au bon moment, ça va nous éviter l'inertie thérapeutique, ça va nous éviter que dans les prochaines études, si elles sont faites, on se retrouve avec moins de comorbidités. Comme vous le voyez, on a plus de 80% des patients en obésité, on le savait dans cette étude, mais on va avoir plus de 70% des patients qui ont déjà eu des complications cardiovasculaires. Et vous voyez avec moi que ce soit des micro ou des macrovasculaires, lorsqu'on regarde un patient sur 20 ans après le diabète, le diagnostic du diabète, on se retrouve avec énormément de complications.
Et ça, c'est pas mon travail de base, c'est le vôtre. C'est à vous de dépister, c'est à vous de diagnostiquer le diabète et de traiter conformément aux recommandations sans délai. Parce que dans cette autre étude de 2015, eh bien, on se rend compte qu'il y a un délai dans l'intensification des traitements. Je ne parle même pas d'adaptation thérapeutique avec un agoniste du récepteur au GLP-1 ou un ISGLT2. Je parle juste sur la baisse de l'hémoglobine glyquée. Comme vous le voyez ici, les patients, la proportion de patients qui est au-delà de 7,5 pendant 1 ou 2 ans va avoir d'autant plus de complications cardiovasculaires. Et donc, ils ont fait des statistiques et ils ont calculé qu'un retard d'1 an, juste 1 an, d'intensification thérapeutique était associé à un mauvais contrôle glycémique, ça c'est normal, mais qu'il va augmenter significativement le risque d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, d'AVC, et tous les événements cardiovasculaires qui peuvent s'en suivre. Donc ce n'est pas normal de garder un patient avec une hémoglobine glyquée supérieure à l'objectif, puisque déjà sur 1 an, on lui assure des complications. On lui assure des complications. C'est pourquoi, vous et moi, on utilise l'hémoglobine glyquée. Tout le monde demande l'hémoglobine glyquée ici? Oui. Vous la demandez tout le temps, tous les 3 à 4 mois pour vos patients diabétiques? Quelque part, on avait raison. Je vais dire on avait raison, parce que plus on va avoir une hémoglobine glyquée qui s'élève, eh bien, plus on va avoir un risque de rétinopathie. Mais comme vous le savez, lorsqu'on va avoir une hémoglobine glyquée qui est basse, eh bien, on va avoir une augmentation du risque d'hypoglycémie. Et quand on regarde des études comme l'étude IMPACT, où les patients avaient un diabète bien contrôlé en moyenne avec des hémoglobines glyquées en deçà de 7%, eh bien, on se rend compte qu'ils avaient passé un peu plus de 3 heures par jour avec des glycémies moyennes qui étaient plutôt en hypo. Ça vous dit quoi, ça? L'hémoglobine glyquée correcte à l'objectif, mais par contre, il y a des hypoglycémies pendant 3 heures dans la journée. Comment peut-on savoir? Comment est-ce qu'on peut savoir, juste avec une hémoglobine glyquée, que votre patient, il est avec des augmentations et des différences entre la pré- et la postprandiale qui sont très importantes, ou est-ce que vous avez un équilibre qui est réduit? Avec 8%, vous avez cette possibilité d'avoir les mêmes moyennes de glycémie, que ce soit ce cadre-là ou ce cadre-là, et donc on a des limites. Les limites de l'hémoglobine glyquée, bien entendu, c'est lorsqu'on va avoir des conditions qui ne nous permettent pas de l'interpréter, mais là, vous les connaissez toutes, que ce soit l'insuffisance rénale avancée, que ce soit des patients qui ont des hémoglobinoses, eh bien on sait qu'à ce moment-là, on ne peut pas se fier à l'hémoglobine glyquée. Et puis, on va parler de la variabilité glycémique, parce qu'elle ne capture pas, comme on dit, cette variabilité glycémique. La même valeur d'hémoglobine glyquée peut nous donner un sujet avec des hypos et des hypers, et un sujet sans hypo, sans hyper, mais dont la moyenne des glycémies sur les 3 mois serait pareille. Et donc, on n'a même pas d'idée sur l'étendue, sur le moment de cette hypoglycémie. Donc aujourd'hui, vous avez raison de vous fier à l'hémoglobine glyquée. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le trépied sur lequel va se baser le contrôle de la glycémie, c'est cette hémoglobine glyquée. Si elle est inférieure à 7 selon votre malade, vous allez l'adapter en fonction des situations, c'est bien entendu de limiter les hypoglycémies, mais c'est aussi ce concept de variabilité glycémique qui correspond, je vous l'ai marqué pour que vous le preniez en photo, les fluctuations de la glycémie au cours de la journée, mais aussi, et je vais dire surtout, les fluctuations de la glycémie d'un jour à l'autre pour le même moment de la journée. Qui ici n'a pas fait de cycle glycémique sur une semaine à un patient qui vous dit « Docteur, je suis un robot, je prends la même quantité de pain le matin, la même quantité de pain le midi, la même quantité de pain le soir, je fais la même activité physique, mais docteur, je n'ai pas les mêmes glycémies. » Vous en avez des patients comme ça? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et du coup, nous, surtout lorsqu'on est en train de titrer sur une insuline, par exemple, on ne sait plus sur quel pied danser. Un jour, on a une glycémie qui est plutôt basse, le lendemain, une glycémie plutôt élevée, et on pose la question au malade. Qu'est-ce que vous lui demandez? Vous lui demandez, est-ce que la nourriture a été différente?
Quand ils vous disent oui, vous vous dites c'est à cause de la nourriture. Quand ils vous disent non, il faut trouver autre chose. Qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là? Vous vérifiez l'activité physique. Il vous dit non, docteur, je fais la même chose. Tiens, ça ne peut pas être l'alimentation, ça ne peut pas être l'activité physique. On a encore une autre possibilité. Vous vous dites la technique d'injection. Il ne sait pas s'injecter, ou il ne s'injecte pas bien, ou il ne change pas les aiguilles. Vous avez tous cette réflexion à chaque fois. Et beaucoup vont nous dire, mais non, je change les aiguilles. Regardez, je prends les aiguilles adaptées, je vois bien, et je fais tout comme il faut. Et à ce moment-là, nous, on est bloqués. Parce que ce qu'il nous reste, c'est justement cette variabilité glycémique en fonction des traitements. Alors, s'il ne mange pas et se retrouve avec une hyperglycémie, eh bien, ça, je vais dire, c'est parce que le traitement n'est peut-être pas adapté, n'est peut-être pas suffisant. Mais là, quand tu as un patient qui un jour se réveille à 1 gramme, un jour se réveille à 1,8 gramme, un jour il se réveille à 0,7, alors qu'il a fait le même traitement, la même technique, qu'il n'y a pas de facteurs associés confondants, eh bien, la seule chose, c'est que ces traitements, lorsqu'ils les ont pris, n'ont pas évolué de la même manière, n'ont pas eu une pharmacocinétique qui était reproductible aujourd'hui par rapport à demain, et demain par rapport à après-demain, et c'est une grande cause de variabilité glycémique. Maintenant, cette variabilité glycémique, elle a, je vais dire, des complications. Mais ça, je n'avais pas besoin de vous le dire. Quand vous avez vu l'étude d'impact, 6,7% en moyenne, 200 minutes d'hypoglycémie, ça veut dire que forcément, il risque d'y avoir des problèmes. Et ces complications, elles sont probablement, elles vont entraîner très probablement des complications cardiovasculaires. On a beaucoup d'études qui vont dans le sens, que ce soit au niveau complications aiguës ou complications chroniques. Et donc, cette variabilité, cette variabilité, que ce soit à court terme, qui va nous donner un risque d'hypoglycémie, ou à long terme, qui va nous donner un risque de complications cardiovasculaires, eh bien, doit être regardée, ou en tout cas, on doit la contrôler, d'autant plus que lorsqu'on regarde l'augmentation de la variabilité glycémique dans cette étude ici, comparée au risque d'hypoglycémie sévère, comparée au risque des 3 points MACE ou de mortalité, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on retrouve, et c'est sur des haltères glycémiques, eh bien, cette variabilité très importante, on a d'autant plus de risques d'hypoglycémie, d'autant plus de risques de faire des complications vasculaires et d'autant plus de risques de mortalité. Donc, vous allez me dire, puisqu'on a besoin des haltères glycémiques, aujourd'hui, on doit absolument poser des CGM à tous les diabétiques. Non. Les CGM, c'est les contrôles continus de la glycémie qui sont disponibles maintenant au Maroc. Eh bien, il faut les indiquer chez les bons patients. On ne va pas les placer chez tous les patients. Et dernièrement, je suis sûre que Dr Gleboub en a aussi, des patients qui sont même sous metformine et qui ont leur CGM et qui me disent, vous savez, lorsque je mange le couscous, ça augmente de 0,1, de plus, de moins. C'est intéressant. Mais ce n'est pas du tout intéressant en termes de santé publique. Ce n'est pas du tout intéressant à l'échelon non individuel. Et même à l'échelon individuel, je trouve que c'est plus stressant qu'autre chose, ce qui fait qu'à force de regarder sa glycémie au quotidien, eh bien, les patients risquent de décharger beaucoup d'adrénaline et de finalement aggraver les choses. Donc, il faut peser. Et quand on parle d'amélioration de la variabilité glycémique, eh bien, on sait qu'on peut y arriver. Ça, on le sait. Mais on sait qu'on peut y arriver chez des patients qui auront démontré qu'ils avaient une variabilité glycémique. Tous les patients que vous avez, ce ne sont pas des patients qui ont un jour 1 gramme, un jour 2 grammes, un jour 0,8, sans explication. On doit donc passer du temps pour écouter les patients. Et puis, lorsque cette variabilité glycémique est à son apogée, c'est essentiellement lorsque les patients sont traités par insuline. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire que les insulines basales de première génération, à savoir l'insuline glargine U100, l'insuline Détémir ou l'insuline NPH, la verte du centre de santé, eh bien, d'abord, ne durent pas 24 heures. Qu'on se mette d'accord, mais elles ne durent pas 24 heures. Donc, ce n'est pas une couverture optimale. Je vais peut-être rajouter quelque chose chez le type 1.
Parce que chez le type 2, il y a une insulinosécrétion qui est déficitaire de façon relative. Et puisque c'est relatif, eh bien, on a besoin de 12 à 16 heures, on va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas le plus important. Maintenant, on a cette difficulté de traitement des patients lorsque vous les avez mis sous cette insuline basale ou vous leur avez imposé un moment. Combien de battements vous avez lorsque vous prescrivez la glargine U100 ou la détémir? Vous dites au patient 22 heures, c'est ça? Est-ce que si le patient le fait à minuit ou à 1 heure, c'est grave? C'est moyennement grave. C'est pas utile. Enfin, c'est pas intéressant. Parce que si vous la placez à 1 heure du matin, c'est-à-dire 3 heures après, eh bien, la pharmacocinétique, même si elle restait la même, eh bien, va faire qu'on va avoir des glycémies qui peuvent être un peu différentes pendant la nuit. Donc, normalement, on impose 1 heure de battement. 1 heure de battement. C'est pas de flexibilité. Et puis, cette variabilité glycémique va nous aider à avoir beaucoup plus d'intérêt à aller regarder ces insulines basales de seconde génération que je vais vous proposer aujourd'hui. Et je remercie le comité scientifique des journées parce que ça fait 2 ou 3 ans que je parle uniquement des insulines prémix ici et qu'il est important qu'on puisse parler des insulines basales, notamment de deuxième génération. Maintenant, au travail. Vous allez me proposer votre interprétation de cette patiente de 62 ans, hypertendue sous IEC. Quel mot-clé avez-vous? Patiente 62 ans? Elle est jeune, ok. Elle est hypertendue sous IEC. Alors, c'est un facteur de risque associé. Donc, sous IEC, ça a l'air d'être le bon traitement. Elle est diabétique. Elle a un type 2 traité depuis 10 ans. Est-ce que ça veut dire que son diabète évolue depuis? Alors, je vais dire 10 ans ou plus. Parce que si c'est une patiente qui était suivie par un des médecins de la salle, eh bien, c'est une patiente qui, dans le monde idéal, aurait été dépistée de son prédiabète et diagnostiquée diabétique au bon moment. Si vous dépistez les prédiabètes et que vous suivez les malades, vous n'avez plus de retard diagnostique. C'est important. Il y a une différence entre aujourd'hui et il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut dire monsieur ou madame Intel est diabétique de type 2 depuis 2010, depuis 2015. D'accord? Alors qu'avant, on disait il est connu diabétique depuis 2010 parce qu'on n'avait aucune idée de ses glycémies d'avant. Et je vous encourage à dépister le prédiabète pour pouvoir diagnostiquer et prévenir d'ailleurs le diabète. Donc, au moins 10 ans d'évolution, donc un diabète qui a duré, 2 grammes de metformine, un IDPP4, 2 antidiabétiques oraux à dose maximale, avec de la glargine U100. Et c'est une patiente qui a fait une hypoglycémie nocturne sévère la semaine passée et a arrêté l'insuline. On en a beaucoup des comme ça. On en a beaucoup. Sévères ou non sévères, beaucoup de patients qui sont traités par insuline vont un jour faire une hypoglycémie et, je vais dire malheureusement, arrêtent complètement. Lorsqu'ils arrêtent complètement, si ça dure longtemps et qu'ils n'ont pas consulté un médecin, qu'est-ce qu'ils risquent? Une cétose. Mais s'ils arrêtent quelques jours, ils risquent aussi une hyperglycémie et donc elle a été adressée chez vous pour un second avis parce qu'elle refuse de continuer à mettre cette glargine U100 le soir avant de dormir. Elle a un IMC à 27 kg par mètre carré, un tour de taille à 94 cm. La première question que vous allez lui poser quand vous avez son poids, c'est est-ce que votre poids est stable? Bien, alors il y a 2 choses à voir. 1, est-ce que vous avez maigri? C'est peut-être pour ça que le médecin a mis, vous savez pas, hein, vous êtes en second avis, et c'est souvent le cas. Nous, on se retrouve avec des 3e avis, on s'amuse bien aussi. Donc, vous savez pas pourquoi est-ce qu'elle a eu l'insuline. Peut-être qu'elle a eu de l'insuline parce qu'elle avait été non contrôlée et que l'hémoglobine glyquée était très élevée. Peut-être qu'elle a eu de l'insuline parce qu'elle a eu une contre-indication au sulfamide ou qu'elle a déjà fait une hypoglycémie sous sulfamide et que là aussi, elle a refusé, ce qui était le cas de la malade. Elle avait eu metformine sulfamide, hypo sous sulfamide, arrêt de sulfamide, ensuite IDPP4 et association à l'insuline. Et puis, c'est également intéressant parce que parfois, ce ne sont pas des patients qui nécessitent l'insuline. Auquel cas, vous le savez parce que eux, dans le temps, ils ont pris du poids. S'il vous plaît, les patients chez qui il y a eu mise en place d'insuline et qui ont pris du poids en fonction du temps, c'est souvent des patients qui sont soit surdosés en insuline et qui vont anticiper les hypoglycémies et manger beaucoup. On a beaucoup de patients de diabète gestationnel qui
passent leur diabète gestationnel, accouchent et on oublie d'arrêter les insulines et on reprend 20 kilos en 3-4 ans, 20 kilos, on fait beaucoup d'hospitalisation pour sevrage en insuline, que ce soit, je pense, chez le professeur Gerboub ou chez nous, eh bien, on a cette difficulté d'arrêter un traitement qui fonctionne bien. Il fonctionne bien, mais le fait de prendre du poids sous insuline, c'est peut-être qu'on anabolise beaucoup et qu'on n'a pas besoin forcément d'insuline, ce qui n'était pas son cas. Donc, elle a quand même un surpoids. Et ici, vous allez vous dire, j'attends les réflexions, elle a un surpoids, on est d'accord, une obésité abdominale. Elle est hypertendue. Elle a un LDL cholestérol à l'objectif. Pourquoi est-ce que cette patiente n'a pas d'agonisme du récepteur au GLP1, n'est-ce pas? Pourquoi elle n'a peut-être pas une glyphosine? Vous vous posez la question? Oui ou non? Oui? Non. Dans la diabétologie et les recommandations, après les traitements antidiabétiques oraux à dose maximale, eh bien, c'est vrai qu'on peut proposer un agoniste du récepteur au GLP1. C'est bien entendu sans réfléchir si le patient est en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire. Dans notre cas, on était en prévention primaire, mais la patiente était déjà sous IDPP4. Si l'hémoglobine glyquée est très élevée chez un patient metformine IDPP4, il va falloir arrêter l'IDPP4, mettre en place l'agoniste du récepteur au GLP1. Et même dans les études qui ont fait le switch, on n'arrive pas à baisser en moyenne plus que 1,5%. Donc, si l'hémoglobine glyquée était très élevée au départ, soit on commence par la basale, on peut après associer l'agoniste si vous voulez, surtout si le risque augmente, soit on démarre par la basale et certains proposent l'association des deux. Donc, il a été choisi chez elle l'insulinothérapie. Pas d'utilité à mettre en place une glyphosine. Je sais que c'est très apprécié aujourd'hui. C'est bien que ce soit recommandé pour l'insuffisance cardiaque, pour les patients qui vont avoir une maladie rénale chronique, mais c'est pas chez un patient qui a un gap de 1,5 ou 2% d'hémoglobine glyquée qu'on va proposer ce traitement-là parce qu'il va falloir proposer autre chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, réfléchissez lorsque vous introduisez des traitements. Et donc, elle n'a pas pris de poids. Ça veut dire que son insuline a l'air d'être justifiée et qu'elle a effectivement une insulino-requérance, qui est bien entendu relative. Elle a une hémoglobine glyquée à 7,8 et une glycémie à jeun à 2,3, mais n'oubliez pas, elle a arrêté la glargine. Donc c'est normal que sa glycémie soit un peu élevée. Et elle a un débit de filtration glomérulaire qui est, pour son âge, à la différence de la patiente de tout à l'heure, plutôt correct. Pas de néphropathie et une rétinopathie diabétique non proliférante qui justifie qu'on doit faire attention en baissant l'hémoglobine glyquée, vous êtes d'accord? Mais qui justifie aussi qu'on ait moins de variabilité. Ces espèces de yo-yo qu'on va avoir entre glycémie élevée, glycémie qui diminue, un peu trop importante un jour, un peu trop importante un autre jour, justifient qu'on doive utiliser des insulines basales de seconde génération que sont ici, comme vous le voyez en vert et en marron, l'insuline Degludec et l'insuline Glargine U300. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Lorsque vous avez la NPH, eh bien, on a plutôt un pic vers 4-6 heures après l'injection et on a un surrisque d'hypoglycémie. Mais on a aussi un surrisque d'hypoglycémie lorsqu'on va utiliser les insulines basales de première génération, que sont la Glargine U100 ou la Détémir. Quand on regarde ici sur le schéma, on se dit, OK, bon, on a le surrisque ici lorsqu'on a cette espèce de phase de plateau. Ce serait tellement beau, parce que ça voudrait dire que tous les jours, lorsque j'ai une Glargine U100, eh bien, elle fait cette courbe-là. Tous les jours, lorsque j'ai une Détémir, elle a cette courbe-là, ce qui n'est pas le cas, et c'est ça qui fait la différence entre ces insulines. Lorsqu'on regarde l'insuline Degludec, eh bien, on se rend compte qu'on arrive à avoir un profil beaucoup plus stable, que ce soit chez les patients type 2, et ici, j'ai pris les patients type 1 parce qu'ils n'ont pas d'insuline. Comme ça, on voit vraiment cette stabilité. Ensuite, on va voir ça dans un instant, on a réellement une meilleure couverture et surtout plus de flexibilité qui est très importante, et on va en parler avec ma malade, puisque le moment de l'injection est important. Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que tous les patients sont à l'aise pour faire une glycémie au coucher? Si vous posez la question à vos patients, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément quelque chose qui les rassure et que certains d'entre eux prennent un yaourt, dans le meilleur des cas, et que d'autres peuvent prendre autre chose parce qu'ils ont cette difficulté de mettre une injection sans manger derrière. Et puis, il y a ce qu'on appelle la reproductibilité.
C'est-à-dire que lorsqu'on va comparer ici avec la glargine, on va avoir un jour une glycémie à un moment donné qui est à 1 gramme, le lendemain qui peut être élevé ou diminué, ce qui fait qu'on va avoir plus de reproductibilité chez les patients. Les insulines de nouvelle génération, j'ai juste une question, j'avais 30 minutes ou... Oui, non, je continue rapidement parce que j'avais 30 minutes, n'est-ce pas? Ok. Les insulines de nouvelle génération nous permettent de diminuer le risque d'hypoglycémie et de baisser les complications. Et le plus important à retenir, c'est justement cette flexibilité au moment de l'administration. C'est 1 fois par jour. Puisque ça dure 24 heures, eh bien, on va avoir une possibilité de prescrire aujourd'hui à 8 heures pour aller titrer demain à 8 heures. Avant de revenir sur mon cas, n'oubliez pas que ça peut être utile chez les enfants à partir de l'âge de 1 an, très intéressant chez cette population qui a des hypoglycémies assez fréquentes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, des sujets âgés et puis la femme enceinte. Maintenant, pour arriver à mon patient. J'ai mon patient qui a 26 unités de glargine U100, vous vous rappelez? Et j'ai demandé à ma patiente de m'amener ses glycémies avant qu'elle arrête. Vous vous retrouvez avec des glycémies avant le petit déjeuner entre 0,78 jusqu'à 1,51. Et puis, comme elle ne prenait pas d'autres traitements antidiabétiques, elle n'avait pas d'autres glycémies à faire. Une fois, de temps en temps, elle fait le coucher, elle s'est retrouvée à 1,52. Et comme vous le voyez, ça a diminué pendant la nuit. Donc, elle a arrêté son traitement à cause de cette fameuse hypoglycémie qui était uniquement à 0,61 mais qui a été très sévère pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à se resucrer rapidement. Donc je reviens directement à vos commentaires. C'est ici qu'on va avoir une variabilité. C'est sur ce schéma-là, c'est sur ce cycle-là que vous retrouvez souvent chez vos malades. Et la valeur ajoutée qu'on a ici, c'est qu'on a moins de variabilité et je vais dire moins de surprises. Surtout les ingénieurs, ils sont très heureux d'avoir ces insulines basales de seconde génération. Mais également la flexibilité pour l'injection du matin avec vraiment une meilleure qualité de vie. Comment je fais pour switcher maintenant? Alors je switch rarement, mais je switch vraiment les patients qui nécessitent cette insuline et il est important aujourd'hui de passer aux insulines basales de seconde génération pour pouvoir offrir moins d'hypoglycémie, une meilleure reproductibilité. Ma patiente était sous glargine U100 en 1 injection, on passe à 1 injection. Si on avait 2 injections par jour ou la glargine U300, on doit réduire de 20% la dose, faites attention à ça. Et puis, si on avait une insuline basale bolus ou en prémix, on calcule la fraction basale. Ensuite, pour titrer, je vais titrer de 2 en 2, mais s'il vous plaît, on ne titre pas tous les jours, comme on fait avec la glargine U100 ou la détémir, ni tous les 2 jours, mais 2 fois par semaine, et ce n'est pas sur la moyenne des glycémies. Vous vous rappelez, on faisait 3 glycémies et une moyenne, et on se disait, voilà, on va titrer sur la moyenne des 3. C'est sur la glycémie la plus basse des 3 derniers jours, et on doit bien entendu avoir un objectif de glycémie à jeun individualisé. J'ai donc switché 26 de glargine U100 à 26 de Degludec. Et vous voyez que je suis restée 1, 2, 3, 4, 5 jours avant d'augmenter à 28. Pourquoi? 5 jours. Je vous ai dit, on titre 2 fois par semaine. Il m'a fallu 5 jours pour prendre la décision. Là aussi, c'est important parce que vous risquez de faire des hypoglycémies avec votre patient. Le délai d'action est de quelques jours. Le premier jour où vous allez switcher de la glargine U100 à la Degludec, vous allez avoir, il faut prévenir le malade, quelques jours où la glycémie va s'élever, puisque c'est une insuline qui va nécessiter 3 ou 4 jours pour avoir un plateau et pouvoir réellement arriver à son effet. Donc, prévenez le malade que la glycémie va s'élever pendant quelques jours avant que vous puissiez titrer. Et comme vous le voyez, je suis arrivée en une seule fois, en augmentant de 2 unités, à une dose optimale de Degludec. Je vais donc conclure en rappelant que cette nouvelle génération des insulines basales a un véritable effet sur la glycémie, mais pas sur l'hémoglobine glyquée. Elle va diminuer le risque d'hypoglycémie et le risque d'hyperglycémie à des moments dans la journée. Et c'est ce qu'on appelle justement, c'est ce qu'on a justement grâce à ce profil glycémique plus plat, plus prolongé.
On a également une efficacité et une sécurité, je ne vous ai pas mis les études, quel que soit le patient. Même les patients à nous, endocrinologues, qui ont une insuffisance rénale chronique, sont mieux avec cette insuline. On a, et ça c'est important, une variabilité glycémique qui est vraiment diminuée et qui est meilleure, avec une gestion facile de l'insulinothérapie. Ma patiente qui refuse de reprendre de l'insuline est tout à fait d'accord pour lorsqu'on lui injecte le matin, d'où l'intérêt de la flexibilité des horaires. Et je dois dire que j'ai 95% de mes patients qui le prennent le matin aujourd'hui. Ça améliore la qualité de vie. Il y a des études sur la sécurité cardiovasculaire, donc ne vous inquiétez pas avec ces nouvelles insulines. Et surtout, c'est bien toléré. Maintenant, il faut juste ne pas se tromper et faire le switch un pour un et prévenir les malades. J'ai eu des malades qui sont venus adresser, non adressés, mais qui avaient consulté un médecin de famille, qui avait mis la bonne insuline, mais qui n'avait pas prévenu le malade que les premiers jours, la glycémie allait s'élever, et donc ils sont venus en panique. Et il faut aujourd'hui simplement expliquer aux malades, et ça va améliorer la compliance, et ces insulines basales de seconde génération restent, à mon sens, les plus utiles chez les profils patients fragiles ou qui ont déjà fait des hypoglycémies. Je vous remercie. Donc, je disais merci, cher ami, pour cette belle présentation et pour le respect du temps. On a 2 questions dans la salle. Merci, professeur, pour votre communication. Madame, je voudrais comprendre pourquoi la pharmacocinétique change d'un jour à un autre jour, alors qu'on a la même activité, la même diète. Alors, c'est par rapport à la liaison aux protéines et par rapport aussi à la solubilité, parce qu'il y a des pH qui sont différents. Et dans ces insulines basales de seconde génération, elles vont passer beaucoup plus lentement dans le temps. C'est leur configuration spatiale qui fait qu'elles sont beaucoup plus lentes et ça nous permet d'avoir justement cette stabilité sur les 24 heures. Alors, autre chose qui est important, c'est que quand vous voyez les demi-vies, on nous dit, surtout la Degludec, attention, elle dure 1 jour et demi. Il ne faut pas avoir peur non plus parce qu'il y a un effet plateau qui va s'installer et qui fait qu'elle dure réellement 24 heures sur le temps et qu'on ne va pas avoir un risque de chevauchement. J'ai oublié de dire que l'autre flexibilité qui est importante, c'est qu'on peut l'injecter au réveil à 8 heures du matin et que si le patient se réveille à midi, il peut aussi l'injecter. On a 8 heures de battement, ce qui est très différent par rapport aux insulines basales de première génération qui ont 7 heures. Alors, c'est beaucoup plus pratique pour tous les malades, même pour ceux qui oublient les traitements ou ceux qui ont besoin d'aide pour pouvoir s'injecter. Et ça, c'est une flexibilité très importante pour le sujet âgé. On a des sujets âgés qui ne peuvent pas s'injecter au même moment parce que c'est quelqu'un d'autre qui les injecte. Et ça, c'est vraiment très important. Micro. La question, c'est est-ce que la variabilité glycémique est la même chez le diabétique type 1 que chez le diabétique type 2 ? En fait, oui, parce qu'elle dépend justement de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique des insulines. Donc, il y a des patients qui en auront plus que d'autres. D'accord ? Mais elle existe dans les 2 cas, ce qui fait que si tu me poses la question par rapport à mes diabétiques de type 1, mes diabétiques de type 1 sont sous insuline basale de 2e génération dès qu'ils peuvent se permettre, même si ce n'est pas remboursé. D'accord ? Parce que la variabilité est telle qu'on a cette durée des 24 heures qui n'est pas donnée par la glargine US100 qu'on utilise beaucoup. Donc, type 1 égale insuline basale de seconde génération. Et puis, ces risques d'hypoglycémie et ce risque de mauvaise surprise devant un rythme de vie standardisé qui fait qu'on a aussi besoin d'avoir ces insulines basales de seconde génération avec une variabilité qui est également présente, bien entendu, chez les types 1. Je crois que les micros ne marchent pas. On a terminé cette première session du matin. Donc, on a une pause café entre 15 et 20.